Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Gemperli, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Donc nous nous retrouvons au congrès d'Angers. On est au premier jour, le 12 mars 2025, congrès international de toutes les médiations. Et je me retrouve avec Pascal Gemperli. Bonjour Pascal. Salut. Elsa Costa, bonjour, que nous recevons sur le podcast. Bonjour Pascal. Et donc on l'a chopée entre deux plénières table ronde pour qu'elle nous explique un petit peu son parcours rapidement et aussi son rôle au sein de l'OCDE. Ici c'est ça. Donc Elsa, c'est à toi. Oui, merci de m'accueillir. Moi je suis à l'origine, je suis magistrate administrative. J'ai exercé des missions de juge pendant 15 ans. Avant de me convertir à la médiation, je me suis formée. Je suis devenue médiatrice fin 2019, spécialisée dans les litiges publics. Et en mai, je suis devenue, après avoir passé des épreuves de recrutement, médiatrice externe de l'OCDE. Mais de cette année, donc 2020, mai 2024. Tu viens d'être nommée en fait, c'est ça? J'ai été nommée en mai 2024. Et médiatrice externe de l'OCDE, ça consiste en quoi? On est deux médiatrices, nous consacrons 8 jours par mois à l'organisation, tout ce qui est workplace mediation, c'est-à-dire accompagner les agents. Donc en tant que médiatrice de l'OCDE, je dis médiatrice parce qu'on est deux femmes, on a 3 rôles principaux. Donc conduire des médiations entre agents qui éprouveraient des tensions entre eux, soit agent à manager, soit agent organisation sur des questions de rémunération, de contrat, conditions d'emploi. Notre deuxième rôle, c'est de faire du conflict coaching. Ce qu'on appelle du conflict coaching, c'est quoi? C'est lorsque un agent se retrouve en situation de tension, conflit avec un collègue ou un manager, mais qu'il a peur d'avoir recours officiellement à nos services, on l'accompagne pour qu'il gère en autonomie son différend. Ça reste en bilatéral. Et c'est en bilatéral et c'est confidentiel. Et on l'accompagne à construire une conversation difficile, ce qu'on appelle une conversation difficile, avec la personne avec qui il rencontre des difficultés. Et notre deux derniers rôles, c'est la sensibilisation, la formation des agents, des managers sur des questions conflits, mais aussi communication, surtout l'écoute, et pareil, comment dire les choses qui sont pas toujours simples à dire, voilà. Et tous les ans, on fait un rapport annuel où on pointe éventuellement des dysfonctionnements plus structurels. Si par exemple dans l'année, il y a 25 personnes qui nous saisissent sur la même question, on va le pointer de façon anonyme dans le rapport, pour justement faire monter l'information au niveau des RH et qu'ils puissent... Si tu dis anonyme, c'est-à-dire que tu ne mentionnes pas, par exemple, des départements? Non, parce que c'est toujours un peu le challenge entre... il faut quand même identifier le problème et plus ou moins où. Ouais. Oui, tout à fait. Nous, on s'est posé la question, parce que c'est vrai que... même nous, en tant que médiatrice, on constate que certaines directions... Le CIDE, c'est divisé en directions, et les directions sont divisées en unités. Et on a constaté qu'en fonction des périodes, certaines directions nous saisissaient beaucoup, les agents de certaines directions nous saisissaient beaucoup plus que d'autres directions. Oui. La difficulté, c'est que, elle est double, ce que tu pointes, c'est que après tu fais du naming and shaming, c'est-à-dire tu vas stigmatiser, c'est pas toujours très diplomatique de le faire comme ça. Et surtout, on a des petits chiffres. Nous, en moyenne, on a 2%. Le C2, il y a 4500 agents. En moyenne, on a 2% de ces agents qui nous saisissent. Je pense que les chiffres sont très petits pour qu'on puisse en tirer des conséquences
au niveau de la signification, parce qu'en plus, ça pourrait se retourner contre certains directeurs qui justement encouragent les personnes à nous contacter et on en tirait comme conséquence qu'il y a plus de difficultés chez eux, alors que peut-être en fait c'est le contraire. Et donc ils encouragent parce qu'ils prennent la responsabilité pour dire aux employés si vous avez un souci, n'hésitez pas. Okay. Exactement. Donc on a pris le parti de ne pas citer les directions. C'est des informations que nous on a à notre niveau mais qu'on communique pas à l'organisation. Si jamais, ça pourrait éventuellement changer. Mais on a pris le parti de diviser par thématique. C'est-à-dire, tant d'agents nous ont saisi sur les problèmes d'évaluation annuelle, par exemple, ou de problématiques d'employabilité. Donc, faut qu'ils puissent agir à ce niveau-là. Voilà. Et après, de toute façon, si on constate qu'il y a des difficultés au sein d'une direction récurrente, en termes de harcèlement, par exemple, on encourage les agents à engager des procédures formelles. Parce que la médiation, en tant que service de l'OCDE, est un processus, comme nous tous les médiateurs, informel, c'est-à-dire que nous, on n'a pas mandat pour enquêter ou enclencher des procédures officielles. Donc, si jamais on constate des récurrences dans les directions, on va dire aux agents, allez voir le chef de l'éthique, allez voir les RH, et on ne sait pas là qu'il y a des faire un rapport, on va dire, pour justement pointer tel ou tel. Nous, on fait pas de rapport individuel, c'est-à-dire on fait pas d'enquête, on n'a pas de procédure formelle. On ne fait que le rapport annuel, anonymisé, et voilà, s'il y a des questions qui sont récurrentes, on les cite, on les nomme en disant peut-être, et on fait des recommandations à l'organisation. Par exemple, cette année, on a recommandé pour les personnes à l'OCDE, il y a des contrats temporaires, et parfois les renouvellements arrivent trop tard, les non-renouvellements surtout. Donc on a dit, il faudrait que l'organisation mette en place des délais anticipe davantage pour que les personnes aient le temps de se retourner, ce genre de choses. C'est plutôt de la prévention, en fait, ce que vous faites. Oui. Prévenir quelque part, justement, qu'il y ait des conflits qui surviennent et que si on peut éviter par certaines procédures ou en organisant mieux les procédures, qu'il n'y ait pas des conflits qui s'accumulent ou qui surgissent. Ouais. Donc vous faites non seulement du curatif, mais de la prévention. On a cette dimension-là de faire des recommandations lorsque les sujets reviennent, quoi. Okay. Tout à fait. Donc les agents ont un statut de fonctionnaire international, j'imagine? Alors il y a plusieurs statuts d'emploi à l'OCDE. Vous avez ce qu'on appelle les fonctionnaires internationaux qui, eux, sont titulaires. Et à Purée, vous avez beaucoup de statuts contractuels et énormément d'agents et de plus en plus qui sont en contrat temporaire, ce qu'ils appellent les contrats temporaires, qui sont l'équivalent de nos CDD, ouais. Et qui sont soit employés à la mission, soit employés pour une durée déterminée. Et c'est vrai que là, ça crée des problématiques au niveau de la gestion du stress des agents, est-ce qu'ils vont être rémunérés ou pas. Là, on a une compliqué. Donc, tu as différents types de difficultés selon le statut de la personne, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que peut-être ce serait intéressant de signaler que vous êtes aussi indépendant, non? Oui, tout à fait. L'OCDE a fait le choix de nommer des médiateurs externes, c'est-à-dire que on est un peu à la même place qu'un médiateur institutionnel qui serait interne à l'administration, mais nous, on a un statut de consultante externe, c'est-à-dire que après ce recrutement, on conclut un contrat de prestation de service, on consacre 8 jours par mois pour l'OCDE pour ces sujets-là. Et puis notre rôle, en fait, c'est d'être totalement indépendante de l'organisation, en neutralité aussi, et puis dans l'informalité, le caractère volontaire. Et quand je dis indépendante et confidentielle, c'est très important parce que justement, quand on rencontre des tensions, quand on est agent d'une organisation, quand on rencontre des tensions, on a toujours du mal à s'adresser à quelqu'un qu'on ne perçoit pas comme indépendant ou neutre. Donc, nous, par exemple, dont le statut nous protège, on est nommé par décision du secrétaire général. Le secrétaire général, c'est la plus haute autorité au sein de l'OCDE. Ça veut dire qu'on ne dépend pas de la direction des ressources humaines. Et même, on a même fait le choix... C'est quoi la différence, secrétaire général plutôt que ressources humaines? C'est-à-dire que nous, on n'est pas hiérarchiquement soumise à tout ce qui est statut, rémunération, qui passe par la VRH. Donc, c'est vraiment le secrétaire général qui est garant finalement du bon fonctionnement de l'organisation et c'est à lui qu'on répond en fait.
Et pour nous, encore plus ancrer cette indépendance, on a même fait le choix d'utiliser nos adresses professionnelles extérieures, quand bien même le CDE nous donne une adresse au CDE, parce qu'on se dit, les agents qui veulent nous contacter, c'est une façon de leur communiquer qu'on est vraiment extérieur et qu'en aucun cas on ne rend compte à qui que ce soit au sein de l'ordre. C'est important, ça, ouais. Ça, c'est une question indispensable pour créer la confiance, parce qu'en fait, quand vous rencontrez des difficultés avec votre employeur, la première chose qui est entachée, c'est la confiance. Et si vous ne percevez pas l'interlocuteur, les gens nous confient des choses très difficiles, parfois intimes, des burn-out, des choses comme ça, des difficultés avec le manager. S'ils ont le moindre doute de ce qu'on ne garde pas ça pour nous, ils ne viendront pas. Est-ce que vous pouvez être saisi, par exemple, ou interpellé sur des sujets de harcèlement, de discrimination? Alors, les agents viennent nous voir pour tous les sujets qu'ils rencontrent, sachant qu'il y a un certain nombre de services support à l'OCDE. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a créé une sorte de conseil des services support, où on se rencontre tous les mois et on fait le point. En fait, donc les services support, il y a qui? Il y a l'éthique, il y a le médecin, il y a le psychologue et il y a l'assistante sociale. Et les RH qui sont là aussi pour accompagner tout ce qui est développement de carrière et difficultés quelconques. Donc nous, on commence toujours quand quelqu'un nous contacte par ce qu'on appelle une réunion d'orientation. C'est-à-dire qu'on va voir l'agent, il va nous expliquer pourquoi il vient nous voir, on va l'écouter, parce que ça c'est notre cœur de métier finalement, écouter les gens. Et en fonction de ce qu'il va nous dire, on va porter à sa connaissance l'ensemble de services support qui sont à sa disposition. Donc si un agent vient nous voir avec des problèmes de harcèlement, on va lui dire oui, vous pouvez faire une médiation si vous le souhaitez, si vous avez des choses à dire. Sachez néanmoins qu'il existe un cadre de prise en charge officielle, mais ça va l'obliger finalement à dévoiler et à entamer une procédure officielle. Donc c'est pas toujours ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a des situations, je pense typiquement des situations de harcèlement sexuel où vous êtes obligé de dénoncer, d'entamer une procédure? Alors, nous dans notre mandat, on n'a pas cette obligation-là. Okay. On est nommé par décision et dans notre mandat, on n'a pas ça. C'est vrai que d'autres ombuds dans d'autres organisations ont cette obligation-là. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vraiment soutenir la personne pour lui dire, dans ce cas-là, peut-être que vous auriez intérêt à. Et on va toujours laisser décider la personne. Nous, on n'a pas le choix, en fin de compte, et ça, c'est quand même très intéressant. Il faut avoir ce choix, justement, de dévoiler plus, aller faire... entre guillemets, peut-être un signalement, ou plutôt choisir la voie de la médiation qui est confidentielle et quand même un support, parce que c'est des personnes qui vont être à l'écoute et qui vont pouvoir un petit peu l'aider dans cette difficulté, parce que c'est pas meilleur que de estimer qui sont victimes de harcèlement, discrimination. Oui, c'est vrai que nous, la première chose qu'on offre, c'est un espace d'écoute au final. C'est vraiment, on fait rien d'autre que de reformuler la personne et en la reformulant, elle va clarifier ce qui est important pour elle. Parfois, il y a des personnes qui viennent nous voir pour des choses très anodines. Ça permet aussi dans l'échange de se dire, finalement, c'est peut-être pas si important. Ou peut-être c'est super important et je vais aller jusqu'à quitter l'organisation parce qu'en termes de valeur, ça me va pas du tout. Ou c'est moyennement important, ça vaut déjà le but d'en parler. Sachant que, comme je disais, il y a aussi le psychologue qui fait un travail vraiment en étroite collaboration avec lui. Il nous envoie des personnes, on leur envoie des personnes. C'est un service très diversifié et qui vraiment ça répond aux attentes de personnes. C'est une organisation internationale. Comment vous faites au niveau de la localisation, des langues, tout ce qui est interculturel? Oui. Alors, il y a 2 langues officielles à l'OCDE. C'est le français, c'est l'anglais. Sachant que 80% du travail se fait plutôt en anglais. L'anglais qui n'est pas la langue maternelle pour la plupart des agents. Donc ça aussi, en termes de médiation, il y a du travail à faire parce que des problèmes de communication, ça peut venir aussi du fait que les personnes, elles ne maîtrisent pas complètement la langue. Ils la maîtrisent suffisamment pour travailler. Techniquement, les agents sont très très bons. Mais après, quand il s'agit d'exprimer des besoins, des émotions, les nuances, de demander... L'autre jour, j'avais par exemple une médiation entre une personne qui est mexicaine et une polonaise. C'est vrai que la façon de communiquer, elle n'est pas la même. Et en plus, l'anglais n'est pas leur langue ni à l'une ni à l'autre. Donc, on perd aussi en nuances. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, nous travaillons beaucoup en anglais. Et après, ça, il faut quand même en avoir conscience dans le multiculturel.
comment tu le réintègres dans la médiation pour que les gens prennent conscience, encore plus que dans la vraie vie, quand tu es avec des nationaux, c'est la même chose. Mais là, c'est accentué parce que les styles, ils divergent. Bon. Donc là, tu as presque une année. Quel est ton apprentissage principal? Allez, là, petit retour. L'apprentissage principal de l'OCDE. Moi, j'ai été très intéressée. Moi, à l'origine, je suis étrangère puisque je suis d'Andorre. Et j'ai été naturalisée française en 2004. Donc, ça m'a toujours intéressé les environnements internationaux, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec des étrangers. Je travaillais vraiment en France pour les tribunaux procès ou les entreprises françaises et l'administration française. Là, c'est le multiculturel que je retire cette année avec vraiment une attention particulière à la façon dont on communique. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'avais un Japonais qui est venu nous voir parce que son manager, qui lui est français, lui a dit qu'il était un peu trop brutal et qu'il faisait pas ce qu'on lui disait de faire. Et c'était intéressant parce que finalement, je lui ai dit « Mais comment vous auriez fait au Japon ?» Il a dit « Au Japon, j'aurais jamais osé dire ça au chef, mais là, on est en Europe. » Donc, c'était très, très drôle parce qu'en fait, il s'était suradapté en perdant de vue ça. Donc ça, on a pu faire un travail sur ça. Donc ça m'intéresse beaucoup, cet aspect multiculturel, multilingue, c'est très enrichissant. C'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Elsa Costa pour parler de retour d'expérience. Merci de m'avoir accueilli. Ok, à bientôt. À très bientôt. C'est un plaisir. Ravi. Au revoir. Au revoir. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.